Ok. Moi, j'ai appelé service public dans le collimateur des partis patronaux parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et puis, rappel de quelques enjeux sur budget, fiscalité, dette, inégalité sociale et régression sociale. Ça, c'est le thème général. Voilà. Ça, ben, j'ai oublié de le mettre à jour. C'est surtout ça. Je vais essayer de vous rappeler parce que le but, c'est vraiment de se dire ouais, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, qu'est-ce qui va se passer en 2023. On sait que ça va déjà se passer, il faut qu'on s'y prépare. Vous dire et essayer de vous démontrer que ce n'est pas du tout une bagarre isolée. Certains d'entre vous, c'est peut-être des premières mobilisations, mais pour ceux qui sont là depuis un certain temps, moi, je me rappelle, j'étais enseignant dans les années 90. En 92, j'ai fait mes premières manifs contre des attaques sur la fonction publique. Donc voilà, la logique reste exactement la même, et il faut qu'on la comprenne. Et puis après, je vais appuyer sur certains enjeux de l'évolution liée à ces politiques notamment sur la question des inégalités, de la fiscalité, et un peu sur la dette, qui est une épée de Damoclès dont on nous rabat les oreilles. Et puis voilà, et rappeler à part ça que les mobilisations payent et que donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. Donc voilà, je vais commencer par un rappel de ce contexte politique et mettre un nom dessus. Ce nom, c'est le néolibéralisme, qui s'attaque à l'État. On va y venir après une petite parenthèse, l'État dont vous faites partie, bien sûr. Donc, juste redire que les tâches de l'État, il y en a plusieurs, de plusieurs natures. Il y a d'abord des tâches qu'on appelle régaliennes, renvoie au mot de roi, c'est des tâches de sécurité, armée, police, prison, de droit, de justice, et du coup, certaines tâches d'administration qui en découlent. Après, l'État, il fait évidemment d'autres choses très importantes. Il délivre toute une série de prestations publiques, l'éducation, donc vous en partie, mais ça va jusqu'à l'université, tout ce qui est soutien social dans tous les domaines, des crèches, alors souvent c'est dans les communes, mais il y a un rôle de l'État aussi, tout ce qui est de la santé, hôpitaux, aide à domicile, EMS, etc. Ça concerne aussi toutes les infrastructures, transport, énergie, et puis il y a tout un rôle très important de documentation aussi de l'État. La fiscalité, par exemple, elle donne plein d'informations sur la répartition des richesses. Quand il n'y avait pas d'impôts, eh ben, on ne savait pas qui avait quoi. L'Office des statistiques, c'est extrêmement important. Quand on n'a pas de statistiques, on ne sait pas ce qui se passe. Ce n'est pas un hasard si l'UDC attaque en fait l'Office fédéral de la statistique pour essayer de lui enlever des moyens. Donc voilà, il a aussi un rôle de documentation sur ce qui se passe autour de nous. Et puis, il y a plein de tâches qu'aujourd'hui, il fait très peu, mais qui devraient être développées. On est vraiment dans une prise de conscience, par exemple, qu'on est arrivé au bout des limites on a tiré la corde sur la nature et que voilà, tous les voyants sont au rouge. Et là, il y aurait un rôle extrêmement important qui est encore balbutiant pour l'État dans ce qui est protection de la nature, des ressources, de la biodiversité, pour la transition écologique. Et donc, en fait, évidemment que le choix du développement de ces tâches, ça dépend de valeurs, de systèmes de valeurs, et donc c'est politique, et c'est l'objet des batailles dans lesquelles nous, on s'inscrit. Et en fait, la principale opposition, ça reste, malgré ce que certains disent, que gauche et droite ne veulent plus rien dire, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Gauche et droite, ça veut dire des choses très claires, et c'est la principale opposition qui a lieu. Et elle est très vivace. Et droite, ça veut dire une chose. Droite, ça veut dire point de vue des patrons et des capitalistes. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Eux, ils disent, c'est pas vrai, on est le parti de la liberté et de la responsabilité, mais au fond, ça, c'est si vous voulez, c'est leur manière de se présenter, c'est leur communication, mais derrière, eux, ils défendent un intérêt bien particulier, c'est celui des patrons privés, des capitalistes. La preuve, on la retrouve, c'est que toutes les centrales patronales en Suisse sont dirigées soit par des gens du PLR, par exemple à la tête de l'affaire à Genève, la Fédération des entreprises romandes, la principale composante de l'Union patronale genevoise, l'UAPG, eh bien, c'est Ivan Slatkin qui en a été le président, je crois qu'aujourd'hui il est vice-président, c'est un député PLR, ils sont au cœur de ça. L'UDC à la tête de l'USAM, c'est la fêtière des PME, et PLR et UDC se succèdent et se remplacent mutuellement à la tête de la SSE, la Société suisse des entrepreneurs, c'est la fêtière patronale du bâtiment. Et on pourrait allonger la liste des exemples. Le lien, il est consubstantiel.
Alors que la gauche défend le point de vue des salariés, dont vous faites partie, que vous soyez dans le public ou dans le privé. La gauche, elle défend ce point de vue des salariés avec des nuances. Les Verts, je les inclus dans la gauche. L'extrême gauche, je les inclus dans la gauche. Et là aussi, on a des liens, si vous voulez. À la tête de l'Union syndicale suisse, vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est issu des rangs du PS et d'UNIA, mais qui était Pierre-Yves Maillard, il était conseiller d'État PS. Donc on voit bien ces liens, et contrairement à ce qu'on nous dit que, soi-disant, on aurait eu un dépassement de ces oppositions politiques, c'est complètement faux, ça reste central. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas avoir honte de dire que gauche et droite existent, c'est absurde. Alors voilà, il y a évidemment des nuances, et je passe là-dessus. Si ce n'est pour dire que la gauche, elle est effectivement en difficulté depuis plusieurs décennies. On n'a plus de grands récits unificateurs. Et c'est vrai que les expériences au pouvoir de certaines gauches, elles ont été désastreuses, elles ne donnent pas très envie voilà, de poursuivre dans cette direction, mais je crois qu'on est quand même aujourd'hui devant des opportunités. Le renouveau féminisme auquel qu'on constate depuis voilà, quelques années, c'est vraiment, je pense, une chance très importante. Et puis, dans une vision beaucoup plus large, antipatriarcale au sens large, et on voit l'adhésion des jeunes à ce mouvement. Et pareil avec les problématiques climatiques et naturelles, la thématique des inégalités, je pense que là, on a des chances de pouvoir fédérer plus largement autour des questions qu'on défend. Et du coup, à droite, le courant dominant, et on va voir, c'est lui qui est actif contre la fonction publique très, très, très fortement, c'est le courant néolibéral, qu'on a appelé néolibéral. Alors, je vais juste rappeler rapidement ce que c'est. Ce courant, il est devenu dominant dans les années 70-80. Il a pris le pouvoir à peu près partout. En Suisse, avec un peu de retard. À Genève, nous, on l'a eu à partir des années 90, donc avec un peu de retard. C'est un courant qui vise à maximiser, vraiment à maximiser les profits, sans aucune limite, et en abandonnant les préoccupations sociales qui étaient encore prises en compte dans la période précédente. C'est fortement marqué idéologiquement par ce qu'on a appelé l'école de Chicago. Donc, je rappelle juste les références, des gens comme Milton Friedman, qui a défendu ouvertement à la télévision américaine que l'égoïsme est naturel chez le petit enfant. C'est ce qu'il porte, qui porte un petit enfant naturellement, c'est son égoïsme. Et on sait parfaitement que c'est faux. C'est prouvé que c'est le contraire. Et la Suisse a été centrale là-dedans parce qu'il y avait une société du Mont Pèlerin, qui est une faute d'orthographe, je corrigerai, mais société du Mont Pèlerin à Vevey, où ces gens se réunissaient en secret pour établir vraiment, ce n'est pas une théorie du complot, je veux dire, c'est connu, ces éléments, c'est historique, c'est documenté, pour prendre le pouvoir dans les démocraties libérales et mettre en avant cette ligne. Et ça s'est concrétisé par l'arrivée de Reagan au pouvoir aux États-Unis et de Thatcher en Angleterre. Je rappelle quand même que Thatcher a mené une grève, a mené une lutte contre les grèves des mineurs menées par les syndicats, et qu'elle a gagné. Il y a eu des morts, grève de la faim aussi, de prisonniers syndicalistes dans les prisons. Elle les a laissés mourir pour imposer sa vision extrêmement dure. En Suisse, c'était le livre blanc de l'économie en 1995 de Depury qui concrétise l'articulation de cette nouvelle idéologie. Et du coup, ça a mis fin à une période historique que j'appelle le compromis social-démocrate, qui s'était mis en vigueur dans l'après-guerre, où le pays était quand même sortait d'une période de crise majeure entre, en gros, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et cette période de compromis, depuis 1945, avait permis la mise en place je rappelle ici quelques assurances sociales, quand même l'AVS en 1948, l'assurance invalidité en 1960, l'assurance chômage en 1984, c'est très tard. Hein. Vous voyez, l'assurance chômage, c'est après la crise du pétrole en 1973. Et le deuxième pilier, très important, la loi est votée en 1985 et la mise en place, c'est 1989. Donc cette année-là, c'est une période de compromis où la droite était au pouvoir. On n'a jamais eu de pouvoir de gauche en Suisse, mais la droite était au pouvoir, mais vu la situation sociale et économique de reconstruction nécessaire après la guerre, eh bien, il y avait la volonté d'aller de l'avant sur la mise en place. Il y avait une compréhension des problématiques sociales. Voilà.
à partir des années 90, c'est fini. Il y a encore un ou deux trous du filet social qui sont comblés, notamment avec la mise en place de l'assurance maladie obligatoire en 96 et de l'assurance maternité en 2004. Mais à ces quelques exceptions près, dès les années 90, toutes les réformes des assurances sociales, c'est la dégradation des prestations. Sur l'AVS, ça n'a pas arrêté depuis ces moments-là et on est toujours devant puisque en décembre, ils ont les chambres, la majorité de droite aux chambres a voté la réforme AVS 21 qu'on a combattue par référendum et on votera vraisemblablement en septembre 2022. Cette année, la contre, c'est augmentation de l'âge de la retraite des femmes, dégradation des prestations. Pareil avec l'AI, la réforme de l'AI. Pareil avec la réforme de l'assurance chômage qui a diminué les prestations à l'égard des chômeurs. Donc aujourd'hui, eh bien, on est dans ce trend, on le verra, qui va beaucoup plus loin idéologiquement. Et à Genève, les années 90 ont vu le début des attaques contre la fonction publique. Ça date vraiment des années 90 et on est toujours dans ce trend. À Genève, on avait le comité Alto Déficit qui s'est mis en place et qui a attaqué sur la fiscalité, et la droite qui est devenue très agressive. Moi, je me rappelle Feulmy à l'époque, à l'instruction publique, qui disait « mais pour être prof, il n'y a qu'à prendre des chômeurs, c'est quand même pas si compliqué de faire ça ». Voilà. Alors, je vous donne un petit exemple de ce que ça veut dire maximiser les profits dans le privé, puis après, on regardera ce qui se passe dans le public. Donc, dans le privé, voilà, qu'est-ce qui fait obstacle à la maximisation des profits? Ben, c'est la sécurité sociale, c'est les impôts, c'est les salaires, c'est le nombre de postes de travail, c'est les droits des salariés, c'est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est évidemment les contrôles des prix et des salaires, et c'est la qualité. Et ben, du coup, le néolibéralisme, il va attaquer tout ça. On va diminuer la sécurité sociale, on vient de le voir, on va diminuer les impôts, parce que si, en tant qu'entrepreneur, je paye moins d'impôts, ben, je vais m'enrichir plus. On va évidemment pas augmenter les salaires, on va essayer plutôt de les faire baisser en délocalisant, en faisant du dumping, de la sous-traitance. Et ça, on le constate partout si vous suivez un peu l'actualité. En tout cas, nous, au syndicat, on se bat tous les jours contre ces phénomènes-là. On va remplacer les postes fixes par des temporaires. Plus ils sont précaires, moins ils coûtent, moins ils ont les capacités de se défendre, et donc plus je vais gagner d'argent. On va précariser les droits des salariés jusqu'à l'ubérisation, mais ça veut dire qu'on va refuser d'améliorer les codes du travail, etc. Les prix d'achat, ben, on va délocaliser, casser les prix. Responsabilité sociale et environnementale, on va décider d'en assumer aucune. C'est ce qui se passe avec la bataille contre les multinationales responsables qu'on a eue l'année passée et dans les années d'avant. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec les conséquences de ça sur l'environnement et la nature. Le contrôle des prix, ben on va dire on ne veut aucun contrôle. Le contrôle, c'est mauvais, c'est de la bureaucratie, c'est l'État, on n'en veut pas. Comme ça, on fait ce qu'on veut. Et puis la qualité, ben on va la diminuer, on va programmer l'obsolescence. Et tous ces mouvements, vous les connaissez, mais ils s'inscrivent tous dans une logique qui est la même. Et je rajouterai là, je l'ai mis dans une autre slide, mais il faut le dire là, il faut aussi affaiblir les salariés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut attaquer les syndicats qui donnent du pouvoir aux salariés. Donc, il faut attaquer les organisations de salariés et attaquer les syndicats. À l'État, ils vont faire exactement la même chose, mais ça passe par une voie détournée, parce qu'à l'État, ils ne sont pas eux l'employeur, ce n'est pas eux votre employeur. Votre employeur, c'est l'administration État. Mais eux, ils sont où? Ils sont à la majorité parlementaire. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attaquer les lois qui permettent de gérer le personnel fonction publique à travers les lois qu'ils votent. C'est comme ça qu'ils agissent de la même manière. Ils sont eux-mêmes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau des entreprises, ils ne peuvent pas faire directement ce qu'ils veulent au niveau de l'État, parce que c'est le département, mais eux, en tant que majorité parlementaire, eh ben, ils peuvent voter les lois pour le faire. Donc, face à l'État, eh ben, j'ai résumé un certain nombre de choses. Il prône le primat du marché et de l'individu, la méritocratie. En fait, il nie idéologiquement l'existence de logique collective, tout ce qui est codépendance. Je n'ai pas le temps du tout de développer ça, mais ça serait super intéressant. On sait qu'on dépend tous des autres. Et eux développent une vision idéologique qui met l'individu au centre et ne croit plus aux logiques collectives. Sur l'État, leur but, c'est de réduire l'État à ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la sécurité, pour pas qu'il y ait de vol, pour pas qu'il y ait d'insécurité qui leur
qui les empêchent de développer le tissu économique. Donc, police, armée, prison, ils sont pour. Investir dans les infrastructures utiles, comme les routes, etc. Un minimum de formation, mais dès qu'on passe aux logiques de prestation, donc les fonctions régaliennes de l'État, oui, mais par contre, les prestations à la population, le moins possible. Donc, le moins possible les services sociaux, le moins possible la formation. Et je rappelle qu'on a vécu dans les années 90 un affaiblissement, par exemple, des filières scientifiques dans l'instruction publique, qui est catastrophique pour un pays comme la Suisse. Je veux dire, si nous, on n'a pas de scientifiques au sens large, je veux dire pas simplement les sciences dures, mais sciences au sens large, on sait qu'on n'a pas de pétrole, comme on disait, on est un petit pays, on a besoin de ressources, on est un pays très tertiarisé, on a besoin de gens très formés dans le tertiaire. Eh bien, si on réduit les formations professionnelles pointues, ben, on peut difficilement survivre, à moins de faire de la Suisse un paradis fiscal, ce qui est un de leurs buts. Donc, ils ont remis en cause le filet social et ils ont développé la théorie, l'idéologie selon laquelle, dès que vous êtes bénéficiaire d'une aide sociale, en fait, vous êtes un abuseur potentiel ou un vrai abuseur. Et on se retrouve avec la situation que quand vous êtes au chômage, eh ben, vous êtes a priori déjà coupable. On vous pénalise sans arrêt. Et pareil avec l'AI, voilà, pareil avec à peu près. Donc, on a renversé la logique. Plutôt que de dire ah ben c'est bien, il faut un filet social pour aider, il faut dire ah non, attention, on crée des abus. Voilà. Et puis, rôle super important, il faut réduire les impôts. Parce qu'en réduisant les impôts, eh ben, on fait d'une pierre deux coups. Parce que quand ils se sont attaqués aux prestations, dans les années 90, par exemple, ils ont voulu privatiser un certain nombre de services. On a fait des référendums et on a gagné. La population n'est pas d'accord de se voir baisser les prestations. Alors, en fait, la stratégie qui était publique, moi j'ai vu des recommandations de l'OCDE prôner ça, c'est de dire ne vous attaquez pas aux prestations, vous allez perdre. Par contre, si vous vous attaquez aux impôts, ça sera populaire. Et du coup, vous baissez les ressources de l'État. Et quand l'État aura plus de moyens, ben, vous pourrez faire tomber les prestations parce que ça viendra tout seul. Les gens, ils auront peur d'un État déficitaire et vous pourrez baisser les prestations. Et donc, en réduisant les impôts, ils font d'une pierre deux coups. D'une part, ils font des économies parce que l'argent, il est chez eux. Et d'autre part, eh bien, ça leur permet un levier extrêmement fort pour baisser les prestations publiques. D'où le fait que parler fiscalité, parler impôts, pour nous, c'est une nécessité. Parce qu'en défendant une fiscalité juste et forte, eh bien, en fait, on défend les prestations, la possibilité de fournir des prestations à la population, d'avoir un nombre de profs qui augmente en fonction du nombre d'élèves, d'avoir un nombre de profs qui augmente parce qu'on veut une pédagogie individualisée, ce n'est possible que si on a plus de moyens, et si on veut plus de moyens, il faut il faut améliorer la fiscalité. Et eux font tout le contraire. Voilà. Dérégulation, déréglementation, bien entendu aussi, parce que moins on réglemente, moins il y a de contrôle, et du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de nouveau, voilà. Et puis surtout, ils emballent ça dans un vernis général, soi-disant d'intérêt public, mais ce n'est pas vrai. C'est un travail idéologique énorme, et ils utilisent pour ça des cabinets d'audit, des communicants à tire-larigot, parce qu'ils sont une minorité, mais pour faire passer l'intérêt de cette minorité comme celui de la majorité pour avoir, disons, pour gagner politiquement, eh bien, ils emballent ça. Et par exemple, l'UDC, qui est un parti en fait complètement libéral, néolibéral et économique, emballe son discours dans un populisme anti-étranger nationaliste. Ça leur permet d'avoir des voix, mais derrière, il faut une politique qui est la même, voire plus agressive même parfois que le PLR, au profit des multimillionnaires zurichois. Voilà. Et le PLR fait la même chose sur les slogans de responsabilité, de liberté. On sait très bien qu'ils font ça quand ça les arrange. Par contre, quand les entreprises sont en difficulté avec le Covid, il faut des aides. Voilà. Donc, c'est uniquement quand ça les arrange. Voilà. Et puis donc, je le disais, évidemment, affaiblir les salariés, les syndicats, la gauche, et remettre partout en cause le dialogue social. Voilà, ça c'est le schéma général. Et donc, en fait, c'est la même politique. Dans le privé, on exploite les salariés, et à l'État, on impose l'austérité, même en période de croissance. Je veux dire, on n'est pas en Grèce. Comment se fait-il qu'on ait des politiques d'austérité en Suisse,
alors que le PIB, il augmente chaque année entre 1 et 2%. Cette année, ça va même être genre 5%. Mais on impose quand même une politique d'austérité. C'est grâce à ce travail idéologique. Voilà, ça c'est le contexte. Et du coup, on rend la fonction publique, on la rend responsable des difficultés budgétaires, alors qu'en fait, la vraie politique, vous allez le voir, c'est la défiscalisation des richesses. Je vais vous démontrer ça. Mais le discours qu'on fait passer, c'est les fonctionnaires sont des glandeurs, ils coûtent trop cher, l'État est trop gros, il y en a trop. Il y a X fonctionnaires par habitant, c'est beaucoup trop, il faut diminuer ça, on bloque les postes. Voilà. Alors, ils s'y prennent évidemment du côté des dépenses, ça c'est un rappel rapide, mais c'est ce qu'on voit qu'ils font. Donc, depuis 25 ans, des restrictions budgétaires, la taxe sur les prestations. Je veux dire, en 2015, ils avaient fait une loi qui disait on n'engage plus une seule personne. C'était le personal stop. On a réuni, je ne sais plus, 10 ou 15 000 signatures en un mois la contre. Ils ont finalement reculé, mais ils ont remis ça avec une initiative qu'ils ont lancée cet automne, le PLR, qui était de dire on augmente les postes dans la fonction publique que proportionnellement avec la population, pas plus que ça. Alors, ils ont échoué. La semaine passée, vous vous rappelez, ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas réussi à récolter le nombre de signatures nécessaires. Youpi, parce que vous allez le voir, c'est une bêtise, parce que les besoins, ils augmentent bien plus que la population. La population, elle augmente à peu près de 1% par an, mais les besoins, ils augmentent infiniment plus. Je vais venir là-dessus tout à l'heure. Voilà, je passe un peu sur certains détails, mais ils attaquent les conditions de travail, ils mettent en cause les effectifs, du coup, on n'arrive plus à remplacer. Dans plein de services, il n'y a pas les effectifs pour les remplacements. Évidemment, ils attaquent les salaires, les annuités l'année passée. Et donc, je vous le disais hier, l'année passée, il n'y avait pas d'argent pour payer l'annuité. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Donc, le Conseil d'État annonce les comptes 2021. Eh bien, il y a 1 milliard d'impôts de plus que ce qui était prévu. Et donc, on est dans des proportions qui sont complètement délirantes par rapport au coût de l'annuité, qui était à peu près de 40 millions, sauf erreur. 40 millions coût d'une annuité, 1 milliard d'impôts de plus que ce qui était budgété. C'est plus une erreur budgétaire. C'est la marge d'erreur, OK, 1, 2%, 3%, on peut bien l'entendre, mais là, on est sur une marge il y a 18%, parce qu'en fait, il y a 1,5 milliard de plus que ce qui était prévu au budget pour 2021. Voilà. Et je reviendrai aussi, on peut le dire maintenant, le budget 2022, il était prévu avec 300 millions. Ces 300 millions de déficit, c'était uniquement l'effet de la RFFA, donc la dernière réforme de la fiscalité des entreprises et les coûts du Covid. Mais le PLR a dit on ne votera pas les postes. Et ils ont refusé le budget parce qu'ils voulaient une économie de 360 postes, alors que le déficit ne vient clairement pas de là. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous montre ici. C'est ce qui était sur le budget 2022. Autre stratégie, transférer des charges aux communes. Ça s'est fait ces dernières années de manière très forte, alors que les communes, il y en a certaines qui sont pauvres, d'autres très riches. Ou bien des privatisations, c'est-à-dire de dire c'est plus à l'État de faire ça, et tenter même de mettre l'État en difficulté dans un principe de concurrence. Et on a régulièrement, par exemple, eu des attaques sur l'école sur le thème de la privatisation. À une période, les libéraux voulaient que plutôt que de subventionner l'école, on subventionne les parents qui puissent choisir école publique ou école privée, et que l'argent qui aujourd'hui va pour l'école publique, les parents puissent choisir de mettre leur enfant dans une école privée, et du coup, que l'argent aille directement à cette école privée. Alors, heureusement, ça n'a jamais passé, mais dans la santé, par exemple, on a eu des processus sur le financement résiduel des coûts de la santé dans la LAMAL par l'État, y compris pour des cliniques privées. Donc, ils ont réussi leur coup. Externalisation, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est une autre stratégie. Donc, un service qui était pris en charge par l'État, leur stratégie, c'est de dire, ce n'est pas à l'État de le faire, on le donne au privé. Avec toutes les dérives que ça ouvre en Angleterre, par exemple, il y a des accidents ferroviaires parce qu'ils ont privatisé les transports publics à tout va. Pareil, des blackouts en Californie, quand ils ont privatisé, externalisé, privatisé
l'électricité et l'approvisionnement en énergie. Mais ça se fait au niveau de l'organisation, aussi du travail. Je ne vais pas passer là-dessus, mais trop longtemps. Mais disons, tout le mouvement qu'on appelle le nouveau management public, avec des évaluations individuelles, des objectifs, des indicateurs, la comptabilité analytique, c'est un de leurs outils par lequel ils s'incrustent dans la gestion de l'État. Et puis, je l'avais déjà dit sur la culpabilisation des bénéficiaires. Voilà. Mais du côté, alors ça, c'est les attaques du côté des dépenses pour en avoir moins. Et puis, les attaques du côté des recettes, c'est la fiscalité. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on doit se réapproprier la compréhension de en quoi les impôts, c'est super important pour défendre nos conditions de travail. Ça vous va voilà, je parle vite, mais c'est compréhensible. Vous me suivez? J'espère. Voilà. Alors, je vous donne juste un exemple de ce à quoi les députés sont soumis. C'est un exemple du DIP, mais pas de l'école. J'ai pris le SPMI. C'est un exemple très parlant sur l'évolution en 2016 et 2019. Et en quoi, quand les députés votent, c'est compliqué pour eux? Parce qu'on leur soumet une augmentation du nombre de postes. On est passé en 2016 et 2019 de 99 postes à 101 postes. Okay, il y a une augmentation de 2%, un peu plus que 2%. Sauf que quand on compare avec le nombre les besoins, c'est-à-dire le nombre d'enfants et de jeunes qui sont suivis, on est passé de 6 700 à 7 300 quasiment, et l'augmentation, elle est de 8%. Donc évidemment, du coup, les députés de droite, ils disent « mais regardez, on n'arrête pas d'augmenter les postes ». Mais derrière, en fait, les besoins augmentent beaucoup plus parce qu'il y a des attentes légitimes des parents, parce qu'il y a, on est dans une problématique sociale forte, hein, il y a une dégradation du tissu social avec une augmentation des besoins sociaux. Vous le voyez certainement dans vos classes aussi, quand on impose, voilà, enfin, quand on dit qu'il faut une école intégrée qui permet, c'est juste, politiquement c'est juste, sauf que c'est des complexités nouvelles et du coup, il faut des moyens adaptés et faire ce genre de politique sans moyens, c'est illusoire et du coup, ça nous met en difficulté. Et là, vous avez un exemple parfait chiffré où il y a ce décalage entre l'augmentation des postes qui existe, mais qui ne suit pas l'augmentation des besoins. Et on pourrait multiplier les exemples, je vous l'assure. Voilà. Bon, ça, je vais passer dessus parce qu'on n'a pas trop le temps, mais simplement dire, donc, ce néolibéralisme, il a eu des effets absolument mortels et destructeurs, et je pèse mes mots quand je dis ça, sur toute la situation dans de très nombreux pays, y compris en Suisse, vraiment de destruction des filets sociaux, de destruction de la nature, vraiment. Et on arrive d'ailleurs, vous le savez tous, à des points de rupture aujourd'hui. Quand on pense que des glaciers de l'Antarctique pourraient se mettre à fondre, enfin bref, je ne vais pas développer là-dessus, mais j'espère que vous êtes tous conscients de ce qui se passe. Et ça a aussi fait exploser les inégalités sociales, et je développerai un peu ce thème tout à l'heure. C'est vraiment un point extrêmement important pour nous et du coup, d'enjeux de politique publique. Voilà. Parce que l'État, en fait, il permet de réduire les inégalités. En offrant une école publique à ceux qui ne peuvent pas se payer une école privée, en offrant des hôpitaux publics à des gens qui ne peuvent pas se payer les cliniques privées, et bien qu'on sache qu'il y ait une santé à deux vitesses, voilà, on réduit les inégalités qui naissent d'abord sur le plan des salaires. Les inégalités, elles sont d'abord salariales. Les écarts salariaux à l'État, on arrive à les réduire. Hein. Ils sont maximum de, je ne sais plus le chiffre, je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'est maximum 4, autour de 4, c'est-à-dire entre le procureur général en annuité 22, classe 33, annuité 22, et la nettoyeuse en annuité 0, qui gagne 4100. Le procureur général, il gagne entre 16 et 20 000 par mois, c'est en 4 et 5 fois plus, entre guillemets, seulement. Je pense que moi, personnellement, je pense que c'est déjà beaucoup trop. On devrait avoir des écarts plus restreints, mais disons, voilà, au moins ils sont limités. Dans les boîtes du privé, vous avez des écarts de 250. Le CEO, comme ils disent, eh ben, il gagne 250 fois plus que la nettoyeuse.
c'est complètement délirant. Donc évidemment, ces inégalités, elles sont massives. Et quand on a réduit le rôle de l'État et la place de l'État sur ces 30 dernières années, ça a fait exploser les inégalités. Et je reviendrai là-dessus parce que l'État n'est plus en mesure de les corriger complètement et suffisamment. Et donc, en fait, ça aussi, c'est un des effets du néolibéralisme. Alors voilà, je vais vous les présenter un petit peu parce que je trouve que c'est important quand on est membre des services publics, on sait qu'on est là pour ceux qui n'ont pas les moyens je vous les montre un tout petit peu. Ça, c'est l'évolution des fortunes en Suisse et à Genève. Les fortunes ont augmenté de presque 8%, mais je ne pense pas la vôtre ni la mienne. Et vous allez voir à quel point ça se développe. Donc ça c'est des chiffres des services d'Uli Maurer, qui n'est pas un affreux gauchiste. Vous voyez que plus on est riche, plus on a augmenté. La moyenne, elle ne dit rien, c'est 8%. Mais quand vous êtes dans le 75e plus riche, ça augmente déjà quasiment 20%. Quand vous êtes dans la tranche des 90e plus riches, on arrive au-dessus de 30%. Et ça monte comme ça. Et quand vous êtes dans le 0,5% le plus riche, donc le 99,5% les plus riches, la fortune a augmenté de 50% en moyenne. Voilà. Donc, plus on est riche, plus avec ce système, ça explose. Et du coup, si on constate dans les grandes masses à l'échelle du siècle ce qui s'est passé, on voit que les inégalités énormes et effroyables qu'il y avait à la fin du 19e siècle et qui ont débouché sur la guerre, la crise de 29 et tout ça, et qui étaient dues à l'exploitation des richesses coloniales. On avait voilà, des pourcentages de richesses extrêmement élevés en main privée. Vous voyez, les montants, ils sont à 700% du PIB d'un revenu national. C'est-à-dire les riches détenaient 7 fois ce qu'un pays produisait. Ça a complètement chuté avec la guerre et dans l'après-guerre. Les guerres ont détruit ces richesses privées, ont diminué fortement les inégalités. Et aujourd'hui, on est dans une pente ascendante et en train de remonter, d'avoir un système qui permet de réaugmenter massivement la masse des richesses en main purement privées. Voilà, ça c'est la masse des richesses en main du millième les plus riches. Et vous voyez que c'est pareil. Le millième le plus riche avait en 1910 entre à peu près 10% de l'ensemble des richesses, donc un millième à 10%, c'est-à-dire 100 fois sa part par rapport aux autres. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 8-9% selon les régions. Donc, on est en train de réarriver à une situation sociale qui est celle de la fin du 19e siècle. Mais ça ne se voit pas. En Suisse, la courbe est un peu différente. Ce n'est pas une courbe en U comme les courbes que je viens de vous montrer. On voit qu'il y a une relative stabilité entre 1900 et les années 2000, donc justement le début des effets du néolibéralisme. Et par contre, ça explose. Donc ça, c'est la part des richesses privées de nouveau par rapport aux revenus national. Ça explose depuis les années 2000. C'est d'ailleurs les effets du néolibéralisme. À Genève, les grosses baisses d'impôts, c'est 98, donc c'est pile contemporain de ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un trend certes mondial, mais Genève, on est un des noyaux de ce néolibéralisme mondial. Voilà. Et Genève est du coup devenu le canton le plus inégalitaire de Suisse. C'est complètement paradoxal. On est une ville parmi les plus riches du monde et on a un taux de pauvres qui est extrêmement élevé. Et moi, quand j'ai découvert ces chiffres, je dois dire, je connaissais des réalités, mais j'étais quand même complètement sidéré. On mesure les taux d'inégalité par ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui est entre 0 et 1. 0, c'est l'égalité absolue, tout le monde a la même chose. 1, c'est l'inégalité absolue, une personne a tout, tous les autres n'ont rien. Eh bien, quand même, l'indice de répartition des fortunes à Genève, entre 0 et 1, il est presque à 1. Il est à 0,91. C'est quand même délirant. 0,92.
Et de nouveau, c'est les chiffres des services d'Ouly Maurer. Ce n'est pas moi qui les invente, c'est les chiffres de la Confédération. Donc, pour vous dire, les fortunes à Genève sont extrêmement inégalitaires. J'ai les détails dans le PowerPoint, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais disons en gros, quand même dire que 40% de la population a 0 franc de fortune, c'est-à-dire aucune possibilité de faire face à un coup dur, et c'est ce qu'on a vu avec le Covid en 2020 et les queues au Vernet. Et donc, ce n'était pas que des sans-papiers, pas du tout. C'est 40% de la population n'a pas de fortune. Et donc, quand on vous baisse votre salaire, parce que vous avez des RHT, qu'on vous baisse de 80%, puis que vous gagnez 4 000 balles, bah, vous ne joignez plus les deux bouts. Et puis, si on prend les fortunes entre 0 et 50 000 francs, ce qui n'est pas énorme, bah, c'est 2/3 de la population. Alors qu'à l'inverse, vous avez 36% des fortunes détenues par 0,3% de la population. 3 pour 1000 détiennent 36% à Genève. C'est le 4e canton avec les plus riches, enfin, le taux de richesse détenu par le moindre monde, après les cantons, les paradis fiscaux du centre de la Suisse, Nidwald, Obwald. Voilà. Ça, c'est vous montrer que, par exemple, sur les 20 dernières années, les primes d'assurance maladie ont beaucoup augmenté et représentent des parts de revenus qui sont pour les salaires les plus bas, à gauche de la courbe, qui montent très haut. Vous voyez, pour ça, le coût des primes d'assurance maladie dans les budgets, c'est 12 à 15% pour des familles à petits revenus, alors que pour les gros revenus, c'est beaucoup moins. Et ça a évolué de manière massive et ça a augmenté les inégalités. En 2000, ça représentait à peu près 4 à 6% de votre revenu. Aujourd'hui, les primes d'assurance, elles représentent entre 10 et 15% des revenus, selon célibataire ou couple. Donc ça met les gens dans la précarité. Et il y a des effets identiques avec les loyers. Vous avez peut-être entendu parler de cette enquête sur les effets des loyers. Ça, c'est vous montrer l'évolution comparée des subsides, des primes d'assurance maladie et des salaires. Vous avez les salaires, c'est la courbe en bas, elle est quasiment plate, parce que comme il n'y a pas eu d'indexation, les salaires ont très, très peu augmenté. Et on voit l'augmentation des primes en rouge, et au milieu, l'augmentation des subsides, il n'a pas du tout suivi. Et donc voilà, on a des gens qui sont dans vraiment des difficultés très importantes pour les salariés. Voilà, ça je vais passer, je ne vais pas le défendre. Et donc la pauvreté à Genève, c'est un vrai risque qui touche, et de nouveau, ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est l'Oxtat, il touche 1 personne sur 5. Enfin, c'est quand même considérable. Ça ne se voit pas, ce n'est pas une pauvreté qui est dans la rue étalée comme en Inde. Cette pauvreté, elle est cachée, les gens, ils ont leur pudeur, ils essaient de s'habiller correctement, mais elle est pleinement là, et peut-être que vous en avez des aperçus à travers vos élèves. Pour les personnes au chômage, seules au chômage, le risque, c'est 1 personne sur 2 de tomber dans la pauvreté, ce qui montre bien l'insuffisance de l'aide. Ça, c'est l'augmentation simplement de l'aide sociale à Genève. L'augmentation, c'est 900% en 20 ans, 900% d'augmentation. C'est-à-dire que ça a été multiplié par 9, la demande d'aide. On est passé de moins de 7 000 en 1991 à 70 000 en 2019. Voilà. Donc, c'est quand même très préoccupant. Et ce qu'on ne croirait pas, parce qu'on dit Genève, ville riche, et c'est vrai, vous allez à la rue du Rhône, vous avez des vitrines où il y a des millions dans la vitrine, mais le revenu disponible, ça veut dire une fois qu'on a payé les impôts et qu'on a reçu des subsides, il est le plus bas de Suisse dans la région lémanique à laquelle appartient Genève. Je vous montre les chiffres en gros. Après impôt, le revenu médian, enfin, du premier décile, les 10% les plus pauvres vivent avec 20 000 francs de revenus disponibles. 20 000, vous le divisez par 12 pour avoir le mois, on est à peu près 1 600 francs par mois, une fois que les impôts ont été payés. Et on doit payer avec ça la nourriture, les loyers, etc. pour le 10% le plus pauvre. Donc, vous dire que le rôle de l'État, il est important, eh ben, c'est peu de le dire. Voilà. Jean-Luc, juste. Si jamais, je rappelle juste un peu le temps, il reste à peu près un petit quart d'heure. Au nom de Dieu.
Oui, je vois que tu as la moitié de tes diamants du Ouais, ouais. Alors, je voulais vous montrer aussi les inégalités par rapport aux écoles privées. Ça, vous avez en foncé par commune le pourcentage d'élèves en école privée. Vous voyez, les régions où c'est marqué, c'est pas sur la zone. La zone la plus peuplée, c'est Genève-Ville, et puis toute la bande qui fait Aunay, Lancy jusqu'à Mérin. Ça, si on va dans les secteurs détaillés, vous avez un taux à Vendeuvre, c'est 66%, c'est 2 tiers, 2 enfants sur 3, ils sont dans des écoles privées. C'est les fiefs du PLR, c'est Colonie, Vendeuvre, et donc toute la zone en bleu foncé, avec Versoix aussi, enfin, vous voyez, c'est Collonges-Bellerive jusqu'à, je ne sais pas tout à fait Armance, et puis de l'autre côté, Bellevue, Gentot et un petit bout de Versoix. C'est les fiefs du PLR qui votent contre les postes pour la fonction publique pour 2022. Mais évidemment, eux, ils n'en ont pas besoin, alors que tout le reste de la population en a extrêmement besoin. Ça, c'est public, c'est sur le site du CATI. Vous avez le nom sur la slide. Voilà. Et à l'inverse, là, je vous ai mis la slide des revenus médians. Vous voyez que le plus bas, c'est exactement cette zone en rouge foncé, alors que la zone en clair, eh ben, c'est la zone de revenus qui dépasse le revenu médian à Vendeuvre. C'est plus de 200 000 francs. C'est-à-dire que 50% de la population gagne plus que ça. Évidemment qu'ils peuvent mettre leurs enfants en école privée. Voilà, alors du coup, je vais passer sur pas mal de trucs parce qu'on va parler de fiscalité. Voilà. Donc, simplement vous dire que ça c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la fiscalité et le système social, il n'est pas du tout, il ne permet pas la réduction des inégalités, il les reproduit. Je crois que je n'ai pas trop le temps d'énoncer, mais vous voyez, la zone en orange, c'est les impôts, c'est progressif. Plus on gagne, c'est-à-dire plus on est à droite, plus on paye. L'AVS, par contre, c'est la zone rouge. Tout le monde paye le même pourcentage, qu'on ne gagne rien, parce que c'est sur vos salaires. Donc, c'est un pourcentage du salaire, donc c'est un taux fixe. Voilà. Et puis, si on rajoute à ça les primes d'assurance maladie en jaune foncé et la TVA, eh bien, vous voyez que la ligne noire tout en haut, elle est quasiment plate. C'est-à-dire que des gens qui gagnent 4 000 francs ou des gens qui gagnent 24 000 francs par mois payent le même pourcentage. Donc, on ne réduit pas dans le système social et fiscal suisse, on ne réduit pas les inégalités, ou en tout cas de manière très, très insuffisante. Et là, c'est l'effet des baisses d'impôts. À gauche, salaire moyen, à droite, très haut salaire. Vous voyez comment les baisses d'impôts, elles ont agi. Ce que je vous montrais, ça, c'est la liste de toutes les baisses fiscales à Genève. Et donc, le total, je ne rentre pas dans le détail, hein, depuis 98, RIE 1 jusqu'à RIE 3, eh bien, c'est avec des chiffres qui ne sont pas tous à jour, mais moi, j'estime que c'est 1,5 milliard de non perçus par année. Alors évidemment qu'avec ça, on ne peut plus payer correctement tout ce qu'il faut pour les prestations. Alors qu'en fait, on n'a aucun problème, on n'aurait aucun problème de dette. Vous voyez que ma ligne noire là en biais, elle montre le trend de la baisse des recettes de l'État par rapport à la production de richesse. C'est-à-dire le PIB cantonal, il augmente, mais avec les baisses d'impôts, on a en fait de moins en moins de richesses qui rentrent dans le financement public. C'est très, très clair. Le PIB, il est en vert, et puis la ligne noire, c'est le trend par rapport aux rentrées fiscales. Et alors qu'à l'inverse, on l'a déjà dit, les besoins, ils augmentent, mais je n'ai pas le temps de développer, mais vous pourrez lire ça si ça vous intéresse. Et du coup, là, je n'ai pas le temps de développer non plus, mais pourquoi Genève est un canton où l'État il a plus de poids que dans d'autres cantons? Ça, on nous renvoie toujours la figure, mais l'État, Genève, c'est là où il y a le plus de fonctionnaires, etc. Mais il y a plein de raisons à ça. On a un hôpital universitaire, une université, on a un canton urbain, on a une économie tertiarisée, donc avec des forts besoins en formation. On a vu qu'il y avait là, c'est là où il y avait le plus de pauvres, donc il y a plus de besoins sociaux, il y a un fort taux de chômage, bref. Et puis il y a des particularités des prestations publiques comme l'aide à domicile qui n'est pas privée à Genève, elle est publique, alors que dans d'autres cantons c'est Spitex, c'est privé. Bref, tout ça, ça explique beaucoup de choses. Voilà, j'aurais voulu parler de la dette, mais je vais peut-être
abrégé, la dette, elle n'est pas du tout aussi importante qu'on voudrait le dire, mais on en reparlera au cartel, donc je peux raccourcir ça. Et si on n'avait pas baissé les impôts, on n'aurait plus de dette, ça vient là. Voilà, ça, c'est les petits bâtons noirs montrent où on serait de la dette, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait des bénéfices aujourd'hui, elle aurait complètement disparu si on n'avait pas fait ces baisses d'impôts. Et puis, cette slide, elle montre que c'est jamais la fonction publique en orange, ni le subventionné en bleu, qui occasionne les irrégularités dans les dépenses, les coûts de la fonction publique. Et ce qui a créé la dette, c'est des causes complètement différentes, que ce n'est pas vous qui êtes responsable de la dette. C'est ça que je veux vous dire. C'est jamais vous qui causez la dette. Voilà. Et du coup, alors vous dire simplement que nous, elle est déposée maintenant. On a lancé une initiative, on l'a déposée, on y votera dessus dans 2 ans, pour augmenter simplement de 5 pour 1000 sur les grandes fortunes, donc les parts des fortunes qui dépassent 3 millions. Il y avait des bonnes raisons pour ça, je l'ai développé, c'est les inégalités avant, mais je ne reviens pas là-dessus. Et du coup, ben voilà, on a on a déjà gagné, on l'a déposé, enfin on n'a pas gagné, on a déposé ça. Par contre, on vote sans arrêt sur des impôts, il y a plein de votations. On a gagné aux votations de février sur la suppression du droit de timbre qu'ils voulaient faire, on l'a empêché. Ils reviennent à la charge. On a dû lancer un référendum qu'on a déposé cette semaine contre la suppression de l'impôt anticipé. Je n'ai pas trop le temps de développer non plus là-dessus, dans lequel ils mettaient d'ailleurs une 2e tranche du droit de timbre. Et donc, mon propos, c'est juste de dire qu'on doit maintenant au cartel et dans nos organisations bien penser la question des impôts, ne laisser passer plus une seule baisse fiscale et au contraire renforcer la justice fiscale. Donc, on doit avoir des gens qui s'intéressent à ça, on doit militer pour ça, parce que derrière, c'est l'enjeu de pouvoir défendre nos postes, nos conditions de travail et les prestations à la population. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, simplement rappeler que quand on se mobilise, on va devoir le faire, eh bien ça paye, parce qu'en 2015, on a quand même bloqué des attaques qui étaient vraiment massives. On a bloqué notamment le fait d'augmenter de 5% les heures de travail pour le même salaire, les 42 heures. Et donc, voilà, on a un travail de formation. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous former les collègues, faire des formations comme ça pour expliquer, parce que je pense que quand on explique bien aux gens, ils sont prêts à se mobiliser. Voilà, j'ai fini.